Listen to Dhamma on the Sidewalk, insights, interviews, and practical tips on the teachings of the Buddha for people of all walks of life, attuning, exploring, integrating the teachings in everyday life. Simple Dhamma for daily life. I'm Asoka, hosting Dhamma Capsule for people like you. C'est pour nos auditeurs en français, c'est mon premier rare podcast épisode en français et avec Anila ou Tenzin Kunsan, une nonne novice dans la tradition Gelugpa de l'école tibétaine Mahayana. J'ai invité Anila pour une conversation pour cet épisode car j'étais très inspirée par sa détermination, la détermination qu'elle exprime par son comportement, par ce que j'ai vu quand elle est autour de moi. On s'est rencontrés de manière très synchronisée à plusieurs événements ici à Bodh Gaya. Et en même temps, il y a beaucoup de légèreté. Donc, je pense que son parcours, le parcours qu'elle a choisi est un parcours ardu et difficile. Et je vais la laisser l'exprimer et la présenter elle-même. Et j'espère que vous pourrez apprécier cet épisode en français. J'ajoute que les conditions d'enregistrement de la conversation ne sont pas optimales. Nous étions dans un café sur un trottoir de Bodh Gaya, dans la foule. Il y a beaucoup de bruit ambiant. Donc c'est une bonne occasion pour la pratique de la pleine conscience, mindfulness, de la concentration. Et j'espère que vous pourrez l'apprécier malgré tout. Donc un brin d'ambiance indienne pour cette conversation. Donc la parole à Tenzin Kunsan. Merci. Anila, bon après-midi. Merci, aussi. Et donc, tu es une novice, novice dans la tradition Gelugpa de l'école Mahayana. Et nous sommes à Bodh Gaya, donc un endroit de bonne fortune que nous nous rencontrions. Et ce que je voudrais que tu nous donnes une bonne idée du chemin que tu as choisi, qui est un chemin ardu, qui implique des études assez longues et une discipline assez quotidienne assez ferme. Il y a beaucoup de légèreté et à la fois il y a beaucoup de détermination dans ton énergie. C'est très beau de te voir fonctionner. Pour nous faire partager cette beauté avec nos auditeurs. Ça me ferait très plaisir, en français. Merci beaucoup, merci à toi. Peut-être de commencer par une petite présentation. Le karma. Vraiment le karma, parce que si on réfléchit, je suis née à Bogota, donc en Amérique latine. Après j'ai été adoptée, je suis arrivée, j'étais bébé en France. J'ai grandi pendant quasiment toute la première partie de ma vie à côté de 3 centres de méditation de la FPMT, donc créée par Lama Zopa Rinpoche, donc Gelugpa et Mahayana au niveau des études et de la tradition. Et pourtant, j'ai commencé à étudier le bouddhisme seulement en 2022 à Kopan, à Katmandu. Et c'est vrai que sans le karma, on aurait du mal à expliquer. Parce que toute ma vie, j'avais quand même un petit peu la foi en quelque chose de plus grand, mais sans vraiment trouver de réponse. J'étais toujours en quête de quelque chose. Et à chaque fois, j'essayais de faire quelque chose. Il y avait des obstacles qui se présentaient. Et je me sentais toujours jamais à l'aise, jamais vraiment appropriée à l'endroit où j'ai toujours une famille, j'ai toujours des amis, etc. C'est pas le problème. Et puis, un jour, j'ai commencé à faire des rêves très étranges, très intenses. Et ça m'a pris quasiment 1 an et demi avant de comprendre que tout était lié au bouddhisme et que pour une raison étrange, je devais commencer à l'étudier au Népal. Et quand j'ai compris ça, bien évidemment, je suis allée de suite au Népal. Je me suis retrouvée à Kopan, le monastère créé par Lama Zopa Rinpoche et Lama Yeshe. J'ai rencontré l'un de mes enseignants principaux, Geshe Tenzin Zopa.
Et très rapidement, je suis devenue nonne. J'ai commencé à suivre tous ces enseignements parce que chaque fois qu'il disait quelque chose, à chaque fois que je lisais un livre de Dharma, ça faisait sens et ça me touchait au plus profond du cœur. Sans le karma, sans cette idée qu'on a eu des vies passées avant, qui ont créé des empreintes comme ça dans notre esprit, on ne peut pas vraiment expliquer comment, étant né à Bogota, grandi dans une famille française, loin de la religion, loin du bouddhisme, loin de l'Asie, comment est-ce qu'à un moment, ces rêves ont commencé d'un coup, et c'était des mois et des mois et des mois et des mois et des mois de rêves comme ça, et comment je me suis retrouvée en face de cet enseignant, reconnaissant sa présence, alors que c'était la première fois que je le rencontrais dans cette vie-là, et comment tous ces mots ont eu cet impact sur mon esprit, et comment du jour au lendemain, j'ai pris la décision de devenir moniale, même si effectivement j'avais déjà cette idée de devenir nonne, mais je connaissais pas du tout le bouddhisme. Donc. Et c'est juste quand j'ai rencontré le bouddhisme à Copan que je me suis dit non mais c'est ça, je veux être moniale et je vais étudier tout le reste de ma vie. Et tu t'es sentie à l'aise, hein? Oui, c'était vraiment retourner chez moi. C'était vraiment cette idée de familiarité, puisque c'était un retour à la maison. C'était vraiment la maison étant le cœur, retourner au cœur quelque part. Donc, et selon toi, cette aisance que tu as expérimentée vient justement de tes vies passées, de ton karma, d'un karma qui t'a remis dans donc ce qu'on appelle les causes et les conditions pour faire en sorte que tu exprimes cette urgence, parce que moi je la sens fort en fait. Depuis que je te connais, depuis quelques jours seulement, je sens cette urgence de vivre le dharma et d'étudier le dharma qui est presque comme si il faut que je le fasse là, maintenant, tout de suite. Je n'ai pas assez de temps. Oui, complètement, Je pense que tout ça, ce sont au moins une vie, mais en tout cas, si c'était qu'une vie en tant que bouddhiste, une vie entièrement de pratique et de prière pour que chaque mot fasse sens, et surtout des manières de penser directement issues de livres de Dharma, y compris quand j'étais enfant en fait. Et donc du coup, c'est toute au moins cette vie passée, si ce n'est plus, à pratiquer le bouddhisme, à étudier le bouddhisme, à prier, et puis déjà suivant déjà le même maître, qui ont vraiment créé des empreintes très 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 profondes dans mon esprit, qui à un moment où tout s'est réactivé via ces rêves. Alors pourquoi ça a commencé à ce moment-là, ça je sais pas, je saurai un jour, mais pour l'instant je sais pas, mais en tout cas c'est devenu tellement présent, aussi je me suis juste souvenue que c'était aussi naturel que de respirer. Et c'est pour ça que c'est une vraie bénédiction aussi, parce qu'à chaque fois que j'étudie, ça me vient facilement, parce que c'est familier. C'est vraiment à chaque fois redécouvrir un texte que je connaissais d'avant, redécouvrir une personne que je connaissais d'avant, un chant que je connaissais d'avant. La langue aussi, alors, à ce moment-là? Je pense, oui. Enfin, c'est quelque chose qui m'a été dit. Et donc, ce trajet que tu as choisi, cette route, elle comprend donc, c'est des études approfondies du Dharma. Et puis, elles impliquent aussi, dans ton cas, ce n'est pas le cas pour tout le monde, je voulais bien le souligner, non, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Et dans ton cas, tu veux apprendre le tibétain. Donc, c'est intense comme programme que tu t'es donné là. Donc, ça demande une discipline assez suivie. Et ça inclut donc des études pendant combien d'années? Alors pour le tibétain lui-même, ce sera 3 ans avec 2 ans d'entraînement. Et après, effectivement, alors j'ai envie de dire le reste de ma vie, parce que si je fais le programme de Geshe-ma, ce sera 20-25 ans d'études. Si j'étudie, il y a des programmes de la FPMT, ce sera à minima 13 ans d'études, et j'arrêterai jamais d'étudier. La question qui se posera une fois que j'aurai appris le tibétain, c'est lequel de ces deux chemins me permettrait de rendre service au maximum de personnes le plus rapidement possible. C'est ton aspiration, ça. Oui, parce que c'est vraiment ça qui dirige chacun de nos actes, en fait. C'est quel est le moyen de rendre service au plus de monde possible. Ce qui fait qu'il y a peut-être une empreinte du vie passé qui voudrait faire le programme de Geshe-ma, mais si mon maître me dit en faisant ça, cette voie, ces programmes de la FPMT, tu peux être utile plus rapidement, je ferai ça. Et comme de toute façon, tout est entraînement de l'esprit, je serai tout aussi heureuse. Il y a vraiment cette idée et cette urgence, je crois que c'est juste qu'à un moment, j'ai compris, enfin, avec de la compassion, comment mon esprit fonctionnait, même si ce sont des choses qui changent tout le temps, mais en tout cas, il y a une telle familiarité, une telle joie d'avoir reconnecté tout ça, qu'il y a cette idée
je sais pas encore combien de temps j'ai à vivre, mais en tout cas, je veux le rendre le plus utile possible. Et puis ça m'amène tellement de joie, je me verrais plus faire ce que je faisais avant, ça m'apporterait pas du tout de joie, mon esprit serait complètement agité, alors que là, ça amène tellement de joie, de bonheur, et puis il y a vraiment cette faim un peu de rattraper le temps perdu, mais en tout cas, le temps que j'ai qui me reste, de le rendre le plus signifiant possible. Et c'est clairement via les études de tibétain notamment. Ouais. Donc là, on parle de compassion en action que tu veux mettre au service des autres. Et je pense que c'est le motus de l'école Mahayana, non? Oui, donc c'est ça, un peu toute tradition confondue. Oui, c'est un peu ça, et c'est basé sur le lien d'interdépendance de tout. Pour amener cette interdépendance du tout vers le karma, puisqu'on avait commencé avec ça, dans cette interdépendance du tout, il y a aussi le fait que à chaque moment de notre vie, nous avons la possibilité de changer la façon dont on fonctionne, de changer la façon dont on comprend ce qui se passe. Et donc le bouddhisme, enfin en tout cas l'école dans laquelle tu as décidé de te redonner, t'as offert la carte le GPS, pour s'interroger sur la façon dont on fonctionne. Tu peux nous donner quelques points clés sur en quoi la voie que tu as choisie est une voie d'investigation du mental? Je dirais que pour pouvoir arriver à cet état de bouddhaïté, on doit pouvoir vraiment éliminer chacune de nos manières de penser douloureuses. Parce que c'est chacune de ces constructions mentales qui nous empêche de connecter vraiment notre Bouddha nature. C'est un peu comme si on utilise souvent cette image d'un écran blanc et d'un projecteur. L'écran blanc, c'est la Bouddha nature, vraiment la nature de l'esprit qui est totalement claire, pure, et qui est encore une fois ce qu'on a tous en nous. Et c'est pour ça qu'on est tous connectés les uns les autres, mais à un point, on a à peine idée en fait, mais on a tous la même nature. Mais c'est comme si le projecteur c'était l'ignorance, et puis tout ce qu'on projette, ça va être la jalousie, la colère, l'impatience, enfin tout ça. Et du coup, pour réussir à éteindre le projecteur, il faut qu'on arrive à comprendre en fait comment fonctionne notre esprit. Et pour pouvoir comprendre notre esprit, et pouvoir vraiment appliquer à chaque fois, par exemple, la pensée colère, on va utiliser la patience, par exemple. Ou la pensée jalousie, on peut utiliser, par exemple, l'amour inconditionnel. De comprendre comment fonctionne le cerveau, enfin comment fonctionne notre esprit, comment il a été le fruit d'habituation de vie en vie, c'est ce qui va nous permettre de nous donner vraiment les outils pour complètement mettre en arrêt ce projecteur et connecter l'état de bouddhéité. Et c'est là où étudier le fonctionnement de l'esprit, mais aussi comment est-ce qu'on peut changer ensuite cet esprit. Donc à la fois comprendre l'esprit, mais aussi quels sont les outils, comment et quand les appliquer, comment faire en sorte que ce travail sur soi soit constant, ne pas s'essouffler, etc. Et puis ne pas aussi tomber dans des extrêmes. Par exemple, quand on touche le thème de la vacuité, se dire qu'on n'existe pas du tout, alors à ce moment-là, rien n'est grave. Donc vacuité n'est pas nihilisme. Voilà, exactement. Oui. Ben, dans l'école Beluk, il y a vraiment ces textes fondamentaux de l'Amrim qui nous permettent de comprendre en commençant par étudier le thème du karma, le thème de l'impermanence des choses, etc. Ben, ça nous permet petit à petit de travailler notre esprit, vraiment étape par étape, jusqu'au moment où on devient des Bouddhas. Et en plus, il y a cette idée vraiment que si on suit vraiment tout ça, même si ça prend des vies ou une vie, on atteindra cet état de bouddhéité. Et il y a cette idée que plus on travaille, plus on étudie, plus on pratique, plus on crée des empreintes, et plus la vie d'après, on aura de chances de connecter le bouddhisme rapidement et de pouvoir avoir plus de temps pour étudier, etc., parce qu'on ne partira jamais à zéro. Parce on génère des empreintes tout le temps. Et plus on va loin, et plus arrivera cette vie où toutes les conditions seront réunies, et en une vie, on pourra vraiment atteindre l'état de bouddhéité. Et du coup, c'est cette idée, de vraiment d'étudier, de suivre le Lamrim ou des études philosophiques pour pouvoir atteindre ce moment où on a éliminé toutes les obscurations, toutes nos idées fausses, etc. Et on atteint cet état d'omniscience. Et dans l'école Mahayana, cette voie est très, très facilement accessible aux femmes. Ce n'est pas le cas ce n'est pas encore le cas
dans d'autres écoles bouddhistes. Et tu t'es trouvé aussi tout à fait à l'aise, je pense, dans la voie que tu as choisie. Tu as aussi des collègues, je dirais, autres nonnes avec toi et tout ça. Donc tu n'es pas seule sur ce chemin. Non. Et il semble aussi, d'après les nouveaux développements aussi de Sa Sainteté, de Dalai Lama, qui a autorisé maintenant les femmes, pour que les femmes puissent également suivre la voie d'enseignante. Donc, je pense que là aussi, maintenant, ça se développe mieux. Et donc, tu fais partie d'une sangha, de la FPMT, mais en même temps, tu n'es pas seule dans tes études. Tu as des collègues d'études, je voudrais dire. Mais comment ça se dessine pour toi, ce chemin? L'idée, la chance que j'ai vraiment de ce karma, de me retrouver à Copan, FPMT, et puis dès le début d'avoir un enseignant, un enseignant particulier qui me suit et me conseille et qui est là constamment, ça me permet, au moment où je chercherai un poste en tant que traductrice, de pouvoir contacter déjà tous les centres de la FPMT. Donc ça, c'est déjà vraiment un gros avantage, parce que notamment pour les sanghas occidentaux, apparemment, les sanghas de la FPMT, on est à peu près 75 à 80%, ce qui veut dire que les autres sanghas qui ne sont pas rattachés à la FPMT, eux, ont un parcours un petit peu plus à vagabonder, parce qu'ils n'ont pas toute la structure que l'on a dans la FPMT. Donc ça, c'est vrai que c'est un gros avantage. Maintenant, c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas, et que c'est vrai que sans Sa Sainteté, avant, les nonnes n'avaient pas vraiment accès à l'éducation. Elles avaient des nonneries pouvaient être hébergées, mais elles n'étaient pas forcément là pour faire des études, et Sa Sainteté a vraiment commencé à apporter des choses, des changements majeurs qui font que maintenant on a des générations de geshe-ma et qui vont venir, etc. Pour autant, tout n'est pas lumineux, dans le sens où tu veux dire, il y a des difficultés. Oui. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en termes on vit de sponsorship, et c'est vrai que comme les hommes ont encore pour l'instant plus accès aux éducations, ils ont plus facilement accès à des sponsors. Maintenant, je ne veux pas forcément entrer dans cette voie-là. Je voulais juste mettre ce mot-là par respect pour ceux qui n'ont pas forcément mon karma, et du coup qui peuvent expérimenter des difficultés. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir ce karma qui tout est ouvert pour l'instant, et je touche du bois, comme on dit, pour que ça continue. On te le souhaite, hein. Ça le souhaite vraiment beaucoup, ouais. Et c'est vrai qu'il y a, pour d'autres, elles auront un autre karma expérimenté, où ce sera pas forcément facile. C'est vrai que la FPMT nous apporte une plateforme, et encore une fois, d'avoir la protection d'un enseignant fait beaucoup de différence. Et après, je crois que il y a une question aussi de confiance et de service aussi. C'est-à-dire que moi, du coup, j'étais volontaire à Nalanda, et rien qu'en faisant ça, ça a créé beaucoup de karma vertueux. Au part, c'est donnant-donnant aussi. C'est une question d'échange, ouais. Et tout ça parce que j'ai eu la chance d'être en contact avec la FPMT au début. Et c'est vrai que ce qui est très, très, très agréable, c'est, via ce monastère, c'est d'avoir été en contact avec des moines, des moniales, des pratiquants laïcs. Et du coup, d'avoir vraiment expérimenté la dharma, la famille du dharma. Et du coup, de se sentir vraiment soutenu. Par exemple, le mois prochain, je vais participer à un cours. Et là, c'est une association qui dépend de la FPMT qui prend en charge ce cours. Donc du coup, il y a beaucoup de soutien au sein de la FPMT, grâce à tout ce qu'aura mis en place le Mazopa Rinpoche et la Mayeshe. Et pour ça, c'est vrai que c'est une vraie chance. Et c'est pour ça que j'ai une pensée pour tous ceux qui n'ont pas forcément, et toutes celles qui n'ont pas forcément le même parcours, parce que c'est des guerrières et des guerriers. Et, ouais. Comme on en a discuté aussi au cours d'une autre conversation, chacun de nous peut devenir un Bouddha. Oui, donc le fait d'être un monastique ou pas monastique, de prendre les robes ou de pas poursuivre, ou même de défroquer et de rester laïque et de continuer à pratiquer, ne change rien en fait que l'on peut se développer. Non, c'est ce qui est que quand on dérobe, on crée quand même un karma négatif. Ne pas mettre la robe parce que par exemple ne pas avoir des conditions réunies pour pouvoir mettre la robe, mais en même temps être très très grand pratiquant et avec beaucoup d'intégrité, ça nous permet de développer la bouddhéité. Et puis le niveau suivant après la bouddhéité, c'est lequel? Il y en a pas, c'est il y en a pas. C'est juste sur cette question d'avoir ou pas être moine ou nonne pour atteindre la bouddhéité, clairement pas.
quand on aspire à devenir moine ou nonne, on va forcément à un moment poser la question à un enseignant. Est-ce que vous pensez que j'ai le karma pour devenir moine ou nonne? Autrement dit, est-ce que mon esprit serait heureux en étant moine ou nonne? Parce que le but, c'est d'atteindre la bouddhéité, donc de travailler son esprit. Mais si ça devient moine ou nonne et les vœux, ça crée un état d'esprit qui est plus agité et qu'à la fin, on fait plus du mal qu'autre chose, ça, c'est bon pour personne. Et très souvent, il y a des personnes, on va leur dire non. Toi, dans cette vie, tu seras plus utile à un plus grand nombre en continuant à faire ce que tu fais là, ou alors ça va être en rencontrant quelqu'un, en étant parent et générer des mérites de cette manière. Je pense à une histoire d'une jeune femme qui voulait devenir nonne et on lui a dit non, c'est pas pour l'instant. Et avec le tremblement de terre de 2015 au Népal, elle s'est complètement révélée comme étant extrêmement douée pour rassembler des fonds, des biens et des soins, enfin gérer des situations de crise où d'autres personnes s'effondrent complètement. C'est son truc, c'est là où elle est douée. Depuis 2015, elle intervient dans tout un tas de situations de crise, complètement une bodhisattva, et elle aura aidé tellement de personnes, et elle n'est pas nonne. Peut-être que si elle était devenue nonne, elle aurait peut-être été tellement malheureuse qu'elle aurait généré du karma négatif, enfin, ça aurait été c'est très intéressant ce que tu dis, ça fait beaucoup réfléchir. Effectivement, j'y ai aussi réfléchi souvent. Espérons quand même que cette femme népalaise, qu'elle ne soit pas souvent interpellée au Népal, parce que ça voudrait dire qu'il y a beaucoup de crises. La seule différence, effectivement, c'est que quand on prend les vœux, mais c'est juste la différence. Enfin, et après, effectivement, on a plus de temps pour pratiquer, etc. Et je pense, voilà, à tous ceux qui n'auront pas eu la possibilité de devenir moine et nonne, ça veut pas dire que leur vie, leur avancée, karmique s'arrête. Il y a beaucoup de qualités qui sont nécessaires aussi. Et puis le fait d'être